Ce n'est pas une information de dernière minute. Ce n'est pas un scandale. Ce n'est pas l'histoire d'un homme, ni même d'une entreprise. C'est quelque chose de plus discret et de beaucoup plus dangereux. C'est le moment précis où un système est contraint de choisir entre sa survie et sa crédibilité. Un moment où la loi cesse d'être abstraite et devient existentielle. Pendant longtemps, tout a semblé fonctionner. Les chiffres circulaient, les signatures s'alignaient, les institutions regardaient ailleurs, parce que regarder coûtait trop cher. Puis, presque sans bruit, une ligne a été franchie. Pas par colère, pas par idéologie, par nécessité. Si vous pensez que cela concerne une fortune, vous passez à côté. Si vous pensez que cela concerne une élection, vous êtes déjà en retard. Ce qui se joue ici, c'est une question beaucoup plus froide. Qu'advient-il d'un système quand il découvre qu'il a protégé ce qui le détruit? Restez avec moi. Parce que pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut regarder ce qui contrôle réellement le système aujourd'hui. Ce qui contrôle réellement le système aujourd'hui n'est pas une personne. Ce n'est même pas une institution. C'est une dépendance. Une dépendance à la stabilité apparente, à la continuité, à l'illusion que tant que les chiffres s'alignent sur le papier, tout va bien dans le réel. Pendant des décennies, le système n'a pas été gouverné par la loi, mais par une logique plus silencieuse. Ne pas perturber ce qui semble fonctionner. Les banques n'exigeaient pas la vérité. Elles exigeaient des documents. Les assureurs ne validaient pas la réalité. Ils validaient des évaluations. Les autorités ne cherchaient pas à comprendre. Elles cherchaient à ne pas provoquer de chaos. C'est ainsi que le pouvoir s'est déplacé. Lentement, des institutions vers les apparences, des règles vers les rendements. Et plus ce déplacement devenait invisible, plus il devenait dangereux. Parce qu'un système qui ne se corrige plus ne s'effondre pas d'un coup. Il s'habitue, et quand il s'habitue, il finit toujours par protéger ceux qui l'exploitent. Mais quelque chose a changé. Pas soudainement, pas bruyamment. Et ce changement silencieux est la clé de tout ce qui va suivre. Le changement le plus dangereux n'est jamais celui que l'on remarque. C'est celui que l'on accepte. Il y a eu un avant où la fraude était une anomalie. Un signal d'alarme, quelque chose qui déclenchait des enquêtes, des sanctions, une correction immédiate. Et puis, il y a eu le maintenant, un présent où les écarts sont devenus des ajustements, où les incohérences sont devenues des interprétations, où les chiffres n'avaient plus besoin d'être vrais, seulement plausibles. Rien ne s'est effondré. Les marchés ont continué, les contrats ont été renouvelés, les profits ont circulé. C'est ainsi que le système s'est reprogrammé, pas par une décision officielle, mais par une tolérance cumulative. Chaque fois qu'une exception passait, elle élargissait la norme. Chaque fois qu'un mensonge n'était pas puni, il devenait une méthode. Et plus cela durait, plus revenir en arrière devenait coûteux. Parce qu'admettre la vérité à ce stade ne signifiait plus corriger une erreur. Cela signifiait reconnaître que tout le monde avait regardé ailleurs. Et lorsqu'un système réalise cela, il n'a plus que deux options. Continuer. Ou se confronter à lui-même. C'est à ce point précis qu'un premier choc est devenu inévitable. Le choc n'est pas arrivé comme une explosion. Il est arrivé sous forme de documents. Des chiffres, des tableaux. Des déclarations qui, mises côte à côte, ne pouvaient plus coexister. Pendant longtemps, ces contradictions avaient été absorbées, classées, rationalisées, mais cette fois, quelque chose était différent. Les écarts n'étaient plus marginaux. Ils étaient structurels, trop grands pour être expliqués, trop répétés pour être accidentels. Ce qui a émergé n'était pas une erreur isolée, c'était un motif, des valeurs qui changeaient selon l'interlocuteur. Des réalités différentes présentées comme simultanément vraies, un système de chiffres conçu non pas pour décrire le monde, mais pour s'y adapter à la demande. À ce stade, il ne s'agissait plus de sanctionner un comportement, il s'agissait de mesurer un risque. Un risque pour les marchés, un risque pour la crédibilité, un risque pour tous ceux qui dépendaient encore de l'idée que les règles signifiaient quelque chose. Si vous pensez que ce choc était le cœur de l'histoire, vous vous trompez. C'était simplement le moment où le système a cessé de pouvoir détourner le regard. Et ce qui a été découvert ensuite
a rendu l'ignorance impossible. Si vous voulez comprendre pourquoi, restez ici. Parce que le mécanisme réel n'a pas encore été exposé. Voici comment le système fonctionne réellement, pas en théorie, en pratique. La fraude ne prospère pas parce que tout le monde ment. Elle prospère parce que chacun n'a besoin de croire qu'à une partie du mensonge. Les chiffres circulent en silos. Une version pour les prêteurs, une autre pour les assureurs, une autre encore pour les autorités fiscales, chacune optimisée, aucune complète. À chaque étape, quelqu'un bénéficie. Les banques prêtent plus, les primes diminuent, les impôts se contractent et le risque se diffuse. Il ne disparaît pas. Il est déplacé. Il est absorbé par le marché, par les employés, par les investisseurs passifs, par tous ceux qui supposent que quelqu'un, quelque part, a vérifié. Et tant que l'édifice tient debout, le système appelle cela de l'efficacité. Mais ce mécanisme a une faille fatale. Il exige une chose absolue, que personne ne force jamais la vérité à se recoller. Car le jour où quelqu'un le fait, les versions multiples ne s'additionnent plus, elles s'annulent. Et à ce moment précis, le problème n'est plus une entreprise, c'est un système qui découvre qu'il a financé sa propre vulnérabilité. C'est là que la vitesse change. Et que le deuxième choc commence à se former. Puis tout s'est accéléré, plus de marge, plus de zones grises, plus de temps. Les chiffres ont cessé d'être abstraits. Ils sont devenus des preuves. Chaque document confirmait le précédent. Chaque explication créait une nouvelle incohérence. Chaque tentative de minimisation élargissait le problème. Ce n'était plus une question d'interprétation. C'était une accumulation rapide, dense, irréversible. À ce stade, même les protections implicites ont commencé à céder. Parce que protéger ne signifiait plus stabiliser. Cela signifiait s'exposer. Le risque n'était plus juridique. Il était institutionnel. Ignorer ce qui était visible aurait signifié une chose très simple, admettre que certaines entités ne peuvent jamais être tenues responsables. Et cette idée-là, une fois acceptée, ne reste jamais confinée. Elle se propage vers d'autres entreprises, d'autres secteurs, d'autres exceptions. C'est pour cela que les décisions qui ont suivi ont été prises vite, sans rhétorique, sans spectacle. Quand un système comprend qu'il est en train de normaliser ce qui peut le détruire, il n'hésite plus. Et à ce moment précis, quelqu'un d'autre est entré dans l'équation. Pas une institution, pas un tribunal. Vous, voici où cela vous touche. Directement, même si vous n'avez jamais signé un contrat, même si vous n'avez jamais possédé une action. Parce que lorsque les chiffres montent au sommet, ce sont toujours les conséquences qui descendent. Vous payez plus cher sans savoir pourquoi. Votre épargne devient plus fragile sans explication. Votre travail dépend de décisions prises sur des réalités qui n'existent pas. Le système vous demande de faire confiance, mais il ne vous dit jamais à quoi. Et quand cette confiance est trahie, ce n'est pas une ligne comptable qui disparaît. C'est du temps, des salaires, des retraites, des marges de sécurité que vous pensiez acquises. Si vous avez déjà eu l'impression que les règles semblaient strictes pour vous, mais flexibles ailleurs, ce n'est pas une impression, c'est une conséquence. C'est pour cela que cette histoire importe. Pas pour ce qu'elle révèle, mais pour ce qu'elle rend impossible à ignorer. Si cela peut être toléré ici, cela peut l'être partout. Restez encore. Parce que ce qui commence à l'intérieur d'un système ne s'arrête jamais à ses frontières. Ce qui s'est déclenché ne s'est pas arrêté aux frontières parce que les systèmes ne sont plus locaux. Ils sont imbriqués. Les capitaux circulent plus vite que les lois. Les évaluations traversent les océans. Les modèles de risque se recopient d'un marché à l'autre. Quand une structure centrale montre qu'elle a fonctionné sur des réalités multiples, ce n'est pas seulement une entreprise qui est réévaluée, ce sont des méthodes entières qui sont interrogées. Ailleurs, des institutions observent silencieusement, pas pour juger, pour mesurer jusqu'où un système peut aller avant de se corriger. Mesurer si la responsabilité est réelle ou simplement déclarative. Mesurer si la vérité
a encore un coût acceptable. Parce que si la correction est exceptionnelle, elle devient un avertissement. Mais si elle est isolée, elle devient une anomalie à éviter. Et c'est là que l'incertitude s'installe. Les marchés n'aiment pas la morale, ils aiment la prévisibilité. Et aujourd'hui, une question circule, sans réponse claire. Sommes-nous en train d'assister à une correction durable ou à une exception soigneusement contenue? La suite dépendra de ce qui se passera ensuite. Pas de ce qui a déjà été fait. Et l'avenir ici n'est pas linéaire. À partir d'ici, le système n'a plus qu'un nombre limité de directions possibles. Pas des prédictions, des dynamiques. La première est l'ajustement, contrôlé, technique. Le système reconnaît l'écart, corrige les procédures, renforce les garde-fous, les règles deviennent plus strictes, mais seulement là où c'est nécessaire. La stabilité est préservée au prix d'une vigilance permanente. C'est la trajectoire la plus rassurante et historiquement la plus rare. La deuxième est l'érosion. Plus lente, plus confortable. La correction est présentée comme suffisante, puis progressivement diluée. Les exceptions reviennent. Les contrôles s'assouplissent. Le langage change. On parle d'éviter les excès, pas de vérité. Le système fonctionne encore, mais sur une base fragilisée, jusqu'à ce qu'un choc plus grand arrive. La troisième est la rupture, brutale. Non planifiée, la confiance ne se répare pas. Elle se retire. Les acteurs cessent de croire que les règles s'appliquent réellement. Et quand cela arrive, aucune institution ne peut aller assez vite. Aucune de ces voies n'est encore verrouillée. Mais une chose est certaine, revenir exactement à l'état précédent n'est plus possible. Et c'est ce qui rend la dernière étape si instable. Il n'y a pas de morale ici, pas de soulagement. Pas de tout ira bien. Il y a seulement un constat froid. Un système a été poussé jusqu'au point où il ne pouvait plus prétendre ne pas voir. Il a agi. Mais agir une fois n'est pas la même chose que changer. La question n'est pas de savoir si une ligne a été franchie. Elle l'a été. La question est de savoir si cette ligne restera visible demain. Parce que chaque système préfère croire que ces crises sont exceptionnelles, que ces corrections sont définitives, que le danger est derrière lui. L'histoire montre l'inverse. Ce que vous venez de voir n'est pas une fin. C'est un test de mémoire, un test de cohérence, un test de ce que nous sommes prêts à tolérer lorsque la pression retombe. Si vous détournez le regard maintenant, le système apprendra exactement la leçon qu'il espère, que le temps efface tout, même la vérité. Alors restez attentifs, regardez ce qui sera corrigé et surtout ce qui ne le sera pas. Parce que la prochaine fois, le choix pourrait ne plus être volontaire. Et quand un système perd sa capacité à choisir, il ne se réforme pas, il cède. Si vous voulez comprendre ce qui vient ensuite, ne quittez pas cette conversation.